Aujourd'hui, maintenant on va parler de sélection. Et pour introduire mon propos, j'aimerais commencer par rappeler que en fait, la sélection des plantes a été initiée il y a à peu près 12 000 ans, quand les premiers humains ont commencé à se sédentariser. Et donc aujourd'hui, on pense qu'au début, la sélection se faisait principalement par sélection massale, donc c'est-à-dire que les pieds les plus beaux, on récupérait les graines sur les pieds les plus beaux pour ensuite faire planter la saison suivante. Et comme ça, petit à petit, progressivement, on a pu améliorer la qualité des plantes cultivées. Donc par qualité, j'entends par exemple le goût, la taille des fruits ou des choses comme ça. Donc c'était une amélioration lente et progressive sur les différentes espèces cultivées. Et au début du XXe siècle, il y a eu un virage technologique, donc plus d'outils disponibles, également de nouvelles connaissances qui ont toutes permis de contribuer à l'amélioration de la précision de la sélection. Et donc, en fait, améliorer la précision, c'est-à-dire mieux cibler le caractère qu'on va sélectionner, ça va avoir un impact positif, en fait, sur le travail de sélection. Parce que si on reprend, par exemple, ici, l'équation du gain génétique, on voit que la précision de sélection, en l'augmentant, on va pouvoir impacter favorablement le gain génétique. Donc, c'est l'importance de pouvoir jouer sur ce paramètre-là. Il y en a d'autres, mais donc la précision de sélection est un des leviers sur lesquels on peut activer pour améliorer le gain génétique. Parmi tous les outils disponibles qui permettent d'améliorer la précision, il y a ce qu'on appelle la sélection assistée par marqueur, et c'est ce sur quoi je vais centrer ma présentation. Donc la sélection assistée par marqueur, alors si je dis SAM de temps en temps, c'est par rapport à ça, pas par rapport à l'alcool. Et du coup, pour réussir à mettre en place la SAM en routine, il y a différentes étapes à franchir, à valider avant. Donc la première, c'est de disposer d'un ensemble d'outils génomiques. Donc concrètement, il s'agit de toutes les données possibles, avoir une bonne connaissance du génome de la plante qu'on va travailler. Donc soit une connaissance du génome entier, soit une connaissance partielle du génome au travers de séquences génomiques ou de marqueurs moléculaires qui sont vraiment des petites balises qui sont posées dans le génome. Une fois qu'on a tous ces outils, on peut aller vers le développement d'outils de sélection. Donc ça, c'est tout ce qui va concrètement servir qui va être appliqué dans le schéma de sélection. Donc on va retrouver là-dedans les marqueurs associés au caractère d'intérêt. Donc ça veut dire identifier dans le génome quelles régions du génome sont corrélées avec le phénotype que je souhaite sélectionner. Ensuite, on peut aussi mettre en place des méthodes de croisement contrôlé, toujours pour améliorer la précision de la sélection, c'est-à-dire que choisir vraiment les parents qu'on va décider de féconder pour améliorer le caractère qu'on cible. Et donc pour ça, il faut disposer de méthodes de croisement dirigées. Et enfin, une fois qu'on a fait ces croisements, il faut aussi des outils pour pouvoir suivre dans les descendances qu'on crée, suivre la ségrégation, la transmission des allèles, en tout cas du caractère qui nous intéresse, et la transmission des régions du génome qui nous intéressent, donc de pouvoir les suivre pour pouvoir avancer dans les générations de sélection comme ça. Une fois qu'on a mis en place les outils, il faut les valider, donc sur d'autres panels, sur des populations de sélection, avant de pouvoir mettre en place l'usage en routine dans les programmes de sélection assistée par marqueur. La SAM est utilisée dans beaucoup d'espèces de grandes cultures, des espèces animales également. Et aujourd'hui, on essaye de mettre ça en place sur les plantes ornementales à parfum aromatique et médicinal. Donc, comme l'a rappelé Philippe, il y a 4 ans, l'ITEPMAI, c'était vraiment la genèse de tout ça. Et aujourd'hui, on va vous illustrer la mise en place de la SAM au travers de l'exemple de la lavande que je vais présenter et l'exemple de la rose que Fabrice présentera ensuite. Alors pour la lavande, on a essayé, c'est vraiment le schéma que j'ai présenté, de gravir les différents échelons, passer les différentes étapes. Et donc on a commencé par le développement d'outils génomiques, donc une meilleure connaissance du génome de la lavande. Donc pour faire ça, on a commencé par construire des séquences de gènes. Donc j'avais préparé un diapo un peu long, mais j'ai peur de manquer de temps, juste pour dire que... Non, c'est bon. Pour obtenir ces séquences, ces informations du génome de la lavande, on est parti d'un pied de lavande, d'un clone de référence. On avait choisi la maillette et on a fait des extractions d'ADN et du séquençage. Donc le séquençage, c'est vraiment lire le contenu de l'ADN. À l'époque, les technologies de séquençage qu'on avait passaient par... en fait, les technologies ne pouvaient pas séquencer des fragments longs d'ADN, donc il fallait d'abord couper l'ADN, ensuite séquencer et
Hop, donc on coupe en petits morceaux, on séquence les petits morceaux et ensuite on les réaligne pour reconstruire la séquence d'origine. Donc c'est les petits bâtons que vous voyez là. Et donc on a fait ça pour la lavande et on a construit un ensemble de séquences comme ça. Et après, on s'est demandé, est-ce que les séquences qu'on a construites chez la lavande ressemblent à des séquences qui existent chez d'autres espèces et qui auraient été décrites? Donc en fait, on a comparé nos séquences à des bases de données pour essayer d'attribuer des fonctions potentielles aux séquences qu'on avait. Et c'est comme ça qu'on est arrivé, in fine, à un pool de 8000 séquences de gènes annotés bioinformatiquement qui nous servait de référence, de gènes de référence chez la lavande. À partir de là, on a également fait du développement de marqueurs moléculaires, donc vraiment des outils qui peuvent être utilisés en SAM ensuite pour aller faire la recherche de marqueurs associés à des caractères. Et alors là, pour faire ça, on s'est concentré sur des marqueurs de type SNP. Donc en fait, les SNP, c'est lorsqu'on a une séquence de référence et qu'on regarde par rapport, on avait séquencé avec moins de densité d'autres accessions de lavande juste pour aller chercher ces zones de polymorphisme. Et donc les polymorphismes comme ça d'une lettre qu'on va voir varier dans le panel d'études, on appelle ça un SNP. Et donc nous, on en avait identifié 3700, donc on ne les a pas choisis par hasard. En fait, comme on avait des séquences annotées, on a pu définir des SNP sur des séquences qui ciblaient a priori des caractères qui nous intéressaient. Donc ainsi, sur les 280 séquences qu'on avait identifiées comme étant potentiellement en lien avec la réponse au stress abiotique, on avait défini 562 SNP. Et donc, idem pour la tolérance au stress biotique et la synthèse d'huile essentielle. Et ensuite, on avait un pool d'autres gènes qui nous permettaient juste de couvrir le génome de la lavande et d'avoir une lecture un peu plus complète du génome. Donc, au final, on arrivait à peu près 3700 SNP. On en a perdu quelques-uns en cours de route à cause de détails technologiques. Mais c'est pour ça que vous voyez ici 3765 et là 3716. Mais en tout cas, on en a plus de 3700. Donc ça, c'était la première brique qu'on a posée. Ensuite, on a continué de monter les marches en développant des outils de sélection. Donc pour ça, la première phase, c'était de réussir à construire des populations de sélection par croisement contrôlé. Et donc comme on partait vraiment de la base, on a commencé par retravailler la biologie florale de la lavande pour bien comprendre les différents stades de développement et de maturité des organes reproducteurs. À partir de là, on a testé différents protocoles de croisement parce qu'on avait beaucoup de questions qui étaient en suspens. Comment on castre, à quel moment on pollinise, combien de fois. Donc on a fait différents types de protocoles manuels avec des insectes. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais quoi qu'il en soit, c'est qu'au début du projet, quand on a testé les premiers croisements contrôlés, on avait 3% de succès. C'est-à-dire que sur l'ensemble des fleurs castrées et pollinisées, seuls 3% donnaient des graines. Et en fin de projet, on est arrivé à 30% de succès. Et donc cette optimisation-là au niveau de nos schémas de croisement nous a permis d'utiliser ces méthodes de croisement dans le programme d'amélioration génétique lavande et lavandin qu'on conduit au sein du réseau PAM. Et donc on a généré comme ça à plus grande échelle de la nouvelle diversité génétique qui nous reste à évaluer dans le cadre de ce programme-là. On a également identifié des marqueurs d'intérêt associés aux caractères qu'on ciblait. Alors rapidement, on est parti d'une collection de lavandes, c'était principalement des lavandes dans cette collection-là, sauvages et sélectionnées, et qui représentaient une diversité génétique assez large pour vraiment essayer de capter les allèles intéressants le plus largement possible. Donc cette collection, elle a été clonée, installée sur 3 sites. Elle a été génotypée avec l'outil de génotypage du coup, qu'on avait développé dans la phase 1, phénotypée pendant 3 ans, pour ensuite réaliser une analyse d'association phénotype-génotype. Alors il y avait 3 sites, 3 années pour vraiment pouvoir aussi distinguer au niveau des phénotypes qu'on observait l'effet qui était lié à l'environnement de l'effet qui était lié à la génétique. Et donc pour présenter rapidement un petit peu les résultats, on a identifié des marqueurs associés. Donc, si je détaille cette première ligne, donc sur les caractères évalués, on était allé regarder différentes terpènes, donc des molécules qui sont présentes dans l'huile essentielle. On s'était intéressé à la précocité de floraison aussi, et on a identifié 26 SNP associés pour ces caractères-ci, qui étaient positionnés sur des séquences
a priori impliqués dans la synthèse de l'huile essentielle. Et donc le fait que ces SNP soient positionnés sur ces séquences-là, ça permet un petit peu de donner plus de crédit, plus de confiance dans les associations qui sont détectées. De la même façon, on avait identifié des marqueurs pour le dépérissement, le rendement, la vigueur. Et donc voilà, ce sont autant d'associations détectées qu'il faut aller ensuite valider dans un second temps. Et donc parmi ces associations, il y avait vraiment des bons candidats. Je rentre juste dans cette illustration. Ici, vous avez pour la synthèse de l'inalol, donc qui est un des composants de l'huile essentielle de lavande. Vous avez la distribution aux marqueurs suivants, des individus qui présentaient un génotype homozygote T à ce marqueur et les génotypes qui présentaient et des individus qui présentaient un génotype hétérozygote à ce marqueur qui était AT donc, et qui est représenté ici par Y. Et on voit ici en fait une différence significative de la distribution et les individus qui sont homozygotes à ce marqueur ont une teneur en inalol plus importante que les autres. Et donc c'est typiquement ce type d'information qu'on va rechercher pour pouvoir ensuite cumuler toutes les infos et tracer ces marqueurs-là dans nos schémas de sélection une fois qu'on les aura bien validés, bien entendu. Et je vais essayer d'être brève parce que je pense que là, ça va faire vraiment 10 minutes. Hein? Ok. Donc, le dernier outil développé pour suivre la ségrégation des marqueurs dans les populations de sélection. Donc, en fait, on a construit une carte génétique. Ça peut être résumé comme une représentation graphique du génome. Et bon, c'est pas très intéressant, mais en gros, c'est des patatoïdes. Là, c'est un zoom pour montrer qu'ici, à droite, on a les marqueurs et à gauche, la position du marqueur dans le génome, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que donc on a cartographié à peu près 500 marqueurs. C'est peu, mais c'est bien. Donc c'est une carte qui est perfectible, autrement dit. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de voir qu'il y avait certaines concordances entre les résultats obtenus et ceux qu'on pouvait attendre, notamment sur le nombre de groupes de liaisons obtenus. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette carte, en fait, elle nous permet, ensuite, si on identifie, par exemple, un bloc de génome, par exemple, situé ici entre 0,5 et 1,5, qui est intéressant à transmettre tel quel dans la descendance, parce que c'est dans ce bloc-là que se trouvent les caractères qui nous intéressent. Du coup, quand on va faire nos croisements, on va pouvoir vérifier que notre brassage génétique n'a pas cassé le bloc en vérifiant que les individus ont bien les bons allèles à ces deux marqueurs. Donc en fait, c'est juste un outil pour pouvoir suivre la ségrégation des allèles et nous aider dans le choix des descendants qu'on va conduire en génération suivante. Il n'est pas obligatoire, mais il peut être pratique. Donc pour conclure, déjà pour commencer par dire que ce n'est pas un travail qu'on a fait tout seul, donc on a eu du soutien financier et technique de tout le monde que vous voyez ici. Et aussi pour dire que c'est un travail de longue haleine, donc qui a été initié fin 2015, début 2016, où on a passé différentes étapes, différents jalons. Et donc, voilà, on a bien avancé. Il y a encore des phases à passer. Donc, on continue de travailler sur le sujet. Et donc, j'ai passé la parole à Fabrice pour la suite. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, pour venir présenter quelques résultats. Donc, l'idée, lorsqu'on a discuté de cet exposé avec Berline, c'était que je vous présente un peu ce qu'on peut faire sur une plante où on a beaucoup plus de ressources que sur la lavande, et voir où on peut aller encore un peu plus loin. Donc, je vais vous parler de rosier. Et plus particulièrement d'un caractère qui nous a intéressés, mais j'aurais pu parler d'autres. On va parler de duplicature, donc le caractère fleur simple, fleur double. Donc comme c'était précisé, je viens d'une équipe qui s'appelle Génétique Diversité des plantes ornementales, où on travaille principalement sur le rosier, au sein d'un institut qui s'appelle l'IRHS, l'Institut de recherche en horticulture et semences, qui est un institut conjoint entre l'Université d'Angers, l'INRAE et l'Institut Agro. Et dans l'équipe, dans l'équipe, on s'intéresse principalement à deux caractères que sont la floraison et la résistance aux maladies. Je vais vous parler de floraison aujourd'hui. J'aurais pu aussi parler de parfum, ça aurait été peut-être plus en lien avec la thématique, mais c'est plus compliqué en termes de déterminisme. Donc, en discutant avec Berline, on a décidé de prendre un déterminisme simple et on travaille sur le parfum avec l'Université de Saint-Étienne, le groupe de Sylvie Bodino. Donc,
ce que je voulais montrer, donc nous sur le rosier, on a la chance d'avoir un certain nombre de ressources qui sont disponibles. Berline vous a parlé de génétique d'association, vous a parlé de descendance, vous a parlé de cartes génétiques, de marqueurs SNP. Et sur le rosier, on a la chance que toutes ces données sont disponibles parce qu'il y a une communauté internationale, enfin européenne et américaine principalement, qui ont depuis maintenant une quinzaine d'années développé des cartes génétiques, des marqueurs, etc. Donc aujourd'hui, je n'arrive pas à avoir le pointeur, je vais faire sans pointeur. Ce qu'on a de disponible, c'est à la fois des ressources génétiques. Je vais vous parler de descendance F1, je ne vais pas vous parler d'un panel de génétique d'association, mais il est également disponible. Et on a aussi des ressources génomiques qui sont le génome de la rose. Je vais vous montrer le lien entre ces ressources génétiques, ces ressources génomiques et comment ça peut nous permettre d'avancer pour caractériser un caractère. Donc le caractère qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le caractère fleur simple versus fleur double. Donc si vous connaissez un peu le rosier, grosso modo, les rosiers sauvages sont majoritairement fleurs simples, ils ont 5 pétales. Les rosiers cultivés, majoritairement, sont fleurs doubles, ils ont plus de 5 pétales. Ce qui avait été montré, et ça c'est assez ancien, c'est que c'est un déterminisme génétique assez simple. C'est un gène qui va contrôler la différence entre fleur simple et fleur double. Et c'est une mutation qui est dominante, c'est-à-dire que toutes les roses qui ont cette mutation dominante sont fleurs doubles, qu'elles soient à l'état homozygote ou qu'elles soient à l'état hétérozygote, elles sont fleurs doubles. Donc c'est assez important à retenir que c'est une mutation dominante et c'est un gène majeur. Alors juste quelques mots de biologie florale, peut-être vous connaissez ou peut-être vous ne connaissez pas, mais le modèle ABC qui a été mis en évidence chez Arabidopsis thaliana, chez Anthurium majus, et qui permet de comprendre la mise en place des différents verticilles chez les fleurs. En fait, ce modèle, il fait appel très schématiquement à 3 types de gènes, des gènes de classe A, B et C. Et lorsque vous avez les gènes de classe A seuls, vous avez la mise en place de sépales. Lorsque vous avez les gènes de classe A et B, vous avez la mise en place de pétales. B et C d'étamines et C de carpelles. Et en fait, ça va être la régulation spatiale et temporelle de ces gènes qui va permettre la mise en place des 4 verticilles qu'on observe chez la plupart des fleurs, que sont les sépales, les pétales, les étamines et les carpelles. Et ce qui avait été montré chez la rose, c'est que la différence entre fleur simple et fleur double, c'était des travaux qui avaient été réalisés à Lyon il y a une dizaine d'années, c'était une régulation différente entre les gènes de classe A ça marche pas, et les gènes de classe B et les gènes de classe C. Donc chez les fleurs simples, l'expression des gènes de classe A est très limitée, donc il y a peu d'interaction entre A et B, donc il y a peu de pétales, on n'obtient que 5 pétales. Chez les fleurs doubles, ce que vous observez à droite, l'expression des gènes de classe A est beaucoup plus importante, donc il y a une interaction plus importante entre les gènes de classe A et les gènes de classe B, et vous avez plus de pétales. Mais ça ne nous dit rien sur le déterminisme génétique. Donc ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est qu'on a développé une population F1, un croisement entre une rose à fleur double, qui est All Blush, une rose à fleur simple, qui est Vichuriana. On a obtenu une descendance, 150 individus, et vous avez ici un exemple de différentes roses qui ont été obtenues. Et ce qu'on observe, c'est la moitié de roses à fleur simple et la moitié de roses à fleur double, ce qui s'explique assez facilement. Vichuriana est fleur simple, donc il a les allèles récessifs qui apportent la fleur simple. All Blush a un allèle récessif fleur simple, mais un allèle dominant fleur double. Donc dans la descendance, on obtient 50% de fleurs simples et 50% de fleurs doubles. Donc là, je vais aller très très vite parce que Berline vous en a un peu parlé, et c'est là l'avantage parce que nous, les ressources sont disponibles. À partir de ce croisement, on a réalisé une carte génétique à partir de marqueurs SNP, donc je ne reviens pas dessus, Berline en a un petit peu parlé. Alors l'avantage sur le rosier, c'est que c'est disponible, on a, je ne rentre pas sur la technologie, mais une puce avec 60 000 marqueurs SNP, ce qui nous a permis très rapidement de développer cette carte génétique et de positionner le gène qui contrôle le côté fleur simple, fleur double, sur le groupe de liaison 3 en bas, c'est le petit carré rouge. Alors juste un petit élément, ici, on montre clairement qu'il y a un gène qui contrôle la différence fleur simple, fleur double. C'est un interrupteur, c'est on-off. Off, c'est fleur simple, on, c'est fleur double. Mais pour le nombre de pétales, vous voyez qu'il y a aussi des ronds bleus ailleurs. Ah ben voilà. Par exemple, sur le groupe de liaison 4,
Et en fait, ces autres régions contrôlent le nombre de pétales au sein des fleurs doubles. Donc il y a à la fois un interrupteur, mais il y a aussi un variateur qui permet de contrôler le nombre de pétales au sein des fleurs doubles. Et là, je vais vous parler principalement de l'interrupteur. Donc on a une carte génétique où on a localisé le gène qui contrôle cette différence entre fleurs simples et fleurs doubles. Ce qu'on a fait dans le groupe il y a maintenant 5 ans, c'est produire une séquence de référence du génome All Blush. Alors j'ai oublié de préciser que la rose, c'est un génome quand même assez compliqué, c'est hétérozygote, c'est un peu comme l'humain, c'est-à-dire qu'on a une version qui vient de notre père, une version qui vient de notre mère, donc c'est assez compliqué. Pour simplifier, et par des techniques de culture in vitro, on a obtenu un haploïde. Alors je vais passer sur les méthodes de séquençage, on pourrait faire un exposé d'une demi-heure sur le séquençage, avec des lectures longues, des lectures courtes, mais ça nous a permis d'obtenir une séquence en petits morceaux, mais pas en si petits morceaux que ça, on avait 550 morceaux, mais l'avantage c'est qu'on avait une carte génétique avec des marqueurs SNP. Berlin vous a montré tout à l'heure qu'avec les marqueurs SNP, il y a une séquence qui est associée, et on peut faire le lien entre les marqueurs SNP et la carte génétique, et ainsi on peut réancrer nos 500 petits morceaux sur une carte génétique, ce qui nous a permis d'obtenir une séquence en fait de 7, ce qu'on appelle des pseudo-molécules, qui correspondent aux 7 chromosomes de Rosier. Et donc maintenant, si on revient sur notre gène fleur simple, fleur double, il est sur le chromosome 3. Maintenant, on a un lien avec la séquence, les ATGC, le long du génome. Alors, cette diapositive, elle résume quand même quelques 6 à 9 mois de travaux, mais c'est assez rapide, finalement. On peut arriver dans la région précise où est localisé le gène fleur simple, fleur double. Et ce qu'on observe, alors vous ne voyez peut-être pas, bah, si, c'est assez bien lisible, vous voyez qu'ici, vous avez un gène qui s'appelle apétala2. Alors, si vous faites un peu de développement chez Arabidopsis, apétala2, vous savez que c'est un gène de classe A. Donc, je reviens sur mon modèle tout à l'heure. Donc, on était assez heureux de trouver un gène de classe A. C'était un très, très bon candidat. Et surtout, ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a en fait 2 séquences qui sont homologues avec ce gène de classe A, parce qu'en fait, il y a un élément transposable. Alors, ce sont des petits éléments qui sont capables de sauter dans le génome. Et en fait, notre gène de classe A, il a été complètement cassé par cet élément transposable. Alors, je simplifie ici. Chez les roses à fleurs simples, vous avez le gène de classe A qui est présent. Et chez les roses à fleurs doubles, vous avez bien ce gène, mais vous avez un élément transposable qui est venu s'insérer et qui a complètement cassé le gène. Alors, ce n'est pas si gênant que ça, parce que cette partie-là est toujours fonctionnelle. Donc, on a toujours un facteur de transcription qui est fonctionnel. Mais je vais faire très simple. Ici, il y a un élément assez important pour la régulation du gène qui s'appelle un site de liaison à un petit ARN. Donc, s'il y en a qui sont intéressants, on peut en discuter, mais peut-être à la pause, parce que c'est assez compliqué, qui fait que le gène va être régulé différemment. Et ce petit élément va être présent chez les roses à fleurs simples, mais il va être complètement absent du fait de la présence de cet élément transposable chez les roses à fleurs doubles. Et maintenant qu'on arrive au niveau du gène, on peut développer un marqueur. C'est ce qu'ont fait des collègues lyonnais. Vous avez ici, si on regarde des roses à fleurs simples, elles ont toutes un petit fragment, donc c'est amplifié par une technique qui s'appelle la PCR. Et on voit que cette amplification, en fait, elle correspond à un fragment sur ce gène-là. Et si on regarde les roses à fleurs doubles, elles vont amplifier un fragment plus grand parce qu'elles ont cet élément transposable qui est présent. Et vous voyez que une partie de cet élément transposable n'est pas présente chez les roses à fleurs simples. Donc là, on a un marqueur moléculaire qui est utilisable. Si on a ce fragment-là, on a cet allèle. Si on a ce fragment-là, on a cet allèle. Et on peut donc prédire si c'est une rose à fleurs simples ou une rose à fleurs doubles. Je regarde le temps. J'ai combien de temps encore ? Bon, ça va, donc c'est bien. Juste pour... c'est presque la conclusion. La différence entre rose à fleurs simples et rose à fleurs doubles, c'est juste, finalement... Cet élément transposable qui s'est inséré dans un gène de classe A et qui va modifier la régulation par les petits ARN 172. Chez les roses sauvages, cette régulation est présente parce qu'il n'y a pas l'élément transposable. Donc l'expression du gène est limitée. Il y a peu d'interaction avec les gènes de classe B, donc on a uniquement 5 pétales. Chez les roses à fleurs doubles, on a perdu la régulation par ce miRNA 172 du fait de cet élément transposable. Il n'y a plus de régulation, il y a une régulation différente de l'ARN, donc il y a une accumulation plus importante du gène de classe A et une interaction plus importante avec le gène de classe B, et on obtient ainsi, c'est très sensible, on obtient ainsi des roses avec un grand nombre de pétales.
Donc en conclusion et en perspective, ce que montrent ces études à la fois chez la lavande et à la fois chez le rosier, c'est que les nouvelles technologies permettent d'aller vite. Là, je vous ai montré un exemple chez le rosier pour le clonage d'un gène responsable duplicature fleur simple. Grâce aux cartes génétiques qui étaient développées, grâce au génome, à peu près en 6 mois, 9 mois, on a pu isoler le gène. Mais c'est possible parce qu'il y a eu tout un travail en amont qui, lui, a demandé presque 5 à 10 ans de développement des cartes génétiques et de développement du génome. Je vous ai également montré, et Berlin a fait la même chose, qu'on peut, à partir de ces études, développer des marqueurs qui peuvent être utilisés pour la sélection. Donc, on peut discuter par exemple sur l'utilisation du marqueur que je vous ai présenté pour la sélection en fleurs simples ou sélectionner des fleurs simples et des fleurs doubles. Là, on l'a testé, enfin, dans l'étude, ça a été testé sur un petit nombre de roses. Dans l'équipe, on est en train de le tester sur un grand nombre de roses et on est en train de s'apercevoir que ce marqueur, il marche, mais dans certaines situations, il fonctionne moins bien. Et puis se pose la question de savoir à quel moment du processus de sélection doivent être utilisés ces marqueurs. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis je pense qu'avec Berlin, on peut répondre à vos questions. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Tu peux rejoindre le public. Et donc, on va maintenant ouvrir une petite séquence de questions-réponses. Alors, je crois qu'il y a un micro qui circule dans la salle. Oui, c'est Florence. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en vous présentant. Moi le temps peut-être que vous réfléchissiez à une ou deux questions. J'en aurai une première. Ça a été dit à plusieurs reprises. Donc, le nombre de ressources sur rosier est beaucoup plus important que le nombre de ressources sur lavande. Et le nombre de ressources sur lavande doit quand même être plus important que pour d'autres espèces de plantes à parfum, plantes aromatiques, plantes médicinales. Une des difficultés qu'on a dans la filière, c'est la diversité des espèces qui sont cultivées. Parmi tout ce qui a été présenté, quel est le niveau d'extrapolabilité, je serais tenté de dire, à d'autres espèces, peut-être même de la même famille botanique ou d'autres familles botaniques, pour essayer de répondre à cette difficulté liée au nombre multiple de plantes que l'on cultive dans la filière. Donc, qu'est-ce qui est générique et qu'est-ce qui est spécifique de la lavande dans tous ces travaux-là, ou de la rose d'ailleurs? Alors, je peux répondre. Tout ce qu'on fait sur la rose est facilement transférable sur d'autres espèces proches de la rose. Alors là, je vous ai parlé de la duplicature, ça marche très. Alors, si, ça marche bien. Il y a une publication qui est sortie quasiment en même temps, où c'est le même gène chez un prunus. Nous, on avait travaillé chez le rosier pour la remontée de floraison, et c'était le même déterminisme chez le fraisier. Donc ça marche bien quand on est sur des plantes qui sont en termes d'évolution assez proches. Donc rosier, rosacée, ça marche assez bien. Dès qu'on va vers des plantes plus éloignées, à ce moment-là, il faut presque refaire tout le travail parce que l'évolution est beaucoup plus importante. Après, le rosier, c'est une plante modèle, c'est une plante sur laquelle il y a pas mal de recherches fondamentales. Donc c'est pour ça qu'on a investi, c'est pour ça que la communauté scientifique a investi pas mal dans les ressources. Selon les questions qu'on se pose, ce n'est pas nécessaire d'avoir un génome de haute qualité, ce n'est pas nécessaire d'avoir une carte génétique de haute qualité. Je pense que tu peux... Oui, j'allais dire, compléter, dire exactement la même chose. C'est vrai qu'en fonction, quand on reste dans la même famille, des fois, les outils sont facilement transposables. Sur des espèces plus petites, en fonction de ce qu'on veut faire, on n'est pas obligé d'atteindre ce niveau de technologie. Et enfin, je pense que vraiment les coûts de séquençage de génome vont tellement baisser que limite, des fois, ça vaudra le coup de séquencer un génome complet et après juste faire du reséquençage pour déterminer des marqueurs. Enfin. Merci. Alors, moi, je ne vois pas bien avec l'éclairage. Là. Une question là. Alors, ouais, n'hésitez pas à vous présenter avant de poser la question. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Claire Lédé de la distillerie Bleu Provence dans la Drôme. Je me questionnais s'il y a une facilité à intégrer certains gènes dans les croisements qui prennent plus facilement dans le croisement, et pour certains gènes où il y a plus de difficultés à les isoler ou à ce qui rentre dans le génome lors du croisement ensuite, pendant la sélection. Et là, par rapport à la présentation de la rose, il y avait un des caractères associés à des gènes, c'était sur la remontée en floraison.
Est-ce que, là, je ne savais pas si c'était, est-ce que c'est une capacité à fleurir une deuxième fois pour la rose? Et si c'est le cas, est-ce que ça a été essayé d'intégrer sur des roses qui sont cultivées pour le parfum? Alors, je prends la première. Ouais, Alors, pour la première partie de la question sur est-ce qu'il y a des caractères, enfin certains gènes qui sont plus faciles à introgresser que d'autres, j'aurais tendance à dire ça va... En fait, techniquement, oui, merci. Techniquement, pas vraiment. En fait, quand on fait le croisement, il y a du brassage génétique, mais en fait, si les espèces sont très éloignées, par exemple, le brassage génétique va moins se faire, peut moins bien se faire. Donc, on peut avoir sur des espèces très très éloignées, quand on tente de faire des croisements, des croisements qui ne fonctionnent pas. Et après, la difficulté, ça va plutôt être sur le déterminisme génétique en fait du caractère. C'est-à-dire que si on essaye d'introgresser qu'un seul caractère, qu'un seul bout de gène, ça peut se faire facilement en un seul croisement. Si le caractère qu'on suit est contrôlé par plusieurs gènes différents, ça c'est ce qui arrive assez souvent, la stratégie de croisement, enfin, pour arriver à l'idéotype, il va falloir faire plusieurs croisements, réfléchir à la stratégie, ça va être moins direct que sur un caractère simple monogénique, par exemple. Ça répond à... Oui, merci. Alors peut-être pour apporter des éléments, alors il y avait plusieurs questions. Berline a très bien dit, parfois c'est très éloigné, donc les croisements vont être compliqués. Parfois même on voudrait réintroduire un caractère qui est dans le compartiment sauvage. Alors, si on prend le rosier par exemple, il y a des problèmes de ploïdie, il y a des problèmes d'incompatibilité entre certains croisements, donc les croisements sont pas possibles. On n'en a pas parlé... Là, on parle principalement de croisement. Il faut savoir aujourd'hui que peut-être la réglementation sur l'édition des génomes va évoluer. Donc se posera à un moment le fait que si on veut introduire un gène, on peut le faire par croisement, mais on peut aussi le faire maintenant par édition de génome, c'est-à-dire aller modifier la séquence. Alors, souvent, on n'introduit pas un gène, on introduit un allèle de ce gène, et on peut modifier maintenant la séquence de ce gène par édition de génome et aller cibler vraiment, et aller très rapidement. Il y a des articles qui parlent même de néo-domestication, c'est-à-dire qu'on peut très rapidement modifier certains gènes pour apporter de nouveaux caractères. Donc ça, c'était pour la première partie de la question. Pour la deuxième partie, oui, la remontée de floraison, c'est la capacité à refleurir plusieurs fois la même année. Alors c'est très variable chez le rosier. Il y a des rosiers qui ont des capacités à fleurir de façon continuelle et d'autres qui ont des capacités simplement à remonter légèrement. Donc si vous connaissez un peu les roses à parfum, il y a Rosa damascena. Dans les Rosa damascena, vous avez deux types de roses, les roses d'automne et les summer damask qui fleurissent qu'une seule fois, et les automnes damask ont cette capacité à refleurir, mais ce n'est pas suffisant pour faire une nouvelle récolte. Donc nous, on a travaillé principalement sur des roses chinoises, donc pas les roses anciennes européennes, donc principalement les roses à parfum. Il y a eu des essais d'introduction, de remontée et d'avoir des roses remontantes. Alors c'est des essais très anciens, c'est Gravelot, celui qui a créé la roseraie Laï. Et donc il y a la rose à parfum de Laï, qui est par exemple une rose remontante et qui produit du parfum. Alors, pour en avoir discuté avec mes collègues de Saint-Étienne, le seul problème, c'est que ça ne rentrait pas dans les schémas de production en France pour une deuxième récolte de parfum de la rose, parce qu'il y avait d'autres variétés, enfin variétés qui n'étaient pas spécialement des roses, qui étaient cultivées. Donc les roses étaient récoltées au printemps, au début de l'été, et ensuite c'était d'autres cultures qui venaient. Mais oui, il est possible. Je pense aujourd'hui, à travers, je pense principalement de l'édition de génome, parce que d'obtenir des roses qui pourraient être remontantes, parce qu'on connaît les gènes qui sont responsables de la remontée de floraison. Merci, je crois qu'il y avait une question. Oui, une question pour la lavande. Alors si j'ai bien compris, la carte génétique, elle est probablement orientée vers des programmes de sélection, parce que c'est des séquences récupérer après soit des stress, soit des séquences qui sont liées au métabolisme, c'est bien ça? Alors, c'est des séquences, oui, liées à des Alors, on avait un tiers des SNP qui étaient ciblés sur des fonctions candidates, et les deux autres tiers qui étaient un peu, a priori, distribués aléatoirement dans le génome. D'accord. Est-ce que ça veut dire que, alors pour ceux qui sont liés à des réponses particulières, est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des programmes de sélection envisagés, ou alors est-ce que c'est un point de départ pour ensuite améliorer davantage la carte?
C'est-à-dire améliorer la carte avec... Avec d'autres types de séquences. Ah, mais je vois... Enfin, est-ce que tu peux me reposer la question? Oui, bien sûr. Les séquences qui ont été récupérées, oui. Alors tu as mis un tableau où tu es passé vite, hein, c'est stress biotique, stress abiotique, oui. et puis métabolisme des débits essentiels. Oui. C'est quoi ces stress biotiques, stress abiotiques, voilà. Ok. En fait, c'est issu d'une recherche bibliographique, en fait. Donc, on a fait une recherche détaillée à partir de bases de données plutôt fiables, type Swissprot et tout ça, où les séquences avaient vraiment été annotées, fonctionnalisées, tout ça. Donc, on s'est créé une base de données maison des séquences impliquées dans les caractères qui nous intéressaient. Et ensuite, par comparaison de nos séquences avec cette base de données, on est allé attribuer des fonctions putatives. Mais ce n'était pas des séquences qui ont été... c'est vraiment que du travail in silico qu'on a fait bioinformatiquement. Peut-être ça apportera un élément à la question que vous posez. On a fait la même chose sur la rose, hein, parce quelque part, enfin, on l'a fait un peu avant, mais ça revenait au même. On est parti avec des séquences, alors nous, de développement de la rose, du débourrement, du bourgeon jusqu'à la fleur sénescente. Et j'ai été assez rapide tout à l'heure quand je vous ai présenté le lien entre la carte génétique, le groupe de liaison 3 et puis le gène à pétale à 2. On a aussi regardé, ça peut servir à un moment, si vous travaillez sur un stress et si vous avez des gènes qui sont exprimés au cours de ce stress, on peut faire l'hypothèse qu'il y a des régulations transcriptionnelles, donc les gènes qui vont être intéressants, ça va être des gènes qui vont être régulés de façon transcriptionnelle. Et c'est ce qu'on a fait par exemple pour la duplicature, j'ai été très vite, mais pour limiter la liste de gènes, tout à l'heure je vous ai dit on est tombé sur le gène, mais on ne tombe jamais sur le gène, on tombe sur une région où il peut y avoir, alors nous on était assez heureux parce qu'on avait une carte génétique assez importante, on avait que 150 gènes, mais 150 gènes ça fait encore du monde, et on a regardé ceux qui étaient uniquement, on avait la chance d'avoir le même type de matériel, donc des gènes qui étaient exprimés au cours du développement floral, et on a regardé ceux qui étaient exprimés uniquement au cours du développement floral, et de 150 on est passé à 5, et parmi les 5 il y avait en plus à pétale à 2, et il y avait ce... Voilà. Donc ça peut aider dans ce cadre-là, ouais, pour arriver à sélectionner des gènes plus candidats que d'autres. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question. Antoine Lachambre, agriculteur dans la Meuse. Est-ce que les méthodes utilisées fait partie des NBT ? Tout ce qu'on vous a présenté là, non. Par contre, je vous ai parlé d'édition de génome dans une des questions qui était posée. Ça, ce sont des NBT. Donc, par exemple, peut-être préciser NBT pour ceux qui... New Breeding Technology, donc les nouvelles technologies de sélection. Ou biotechnologie, on peut utiliser. Sur la lavande, je ne pense pas qu'il y ait de programme de transgénèse. Je me retourne vers... Pas en France, pas à notre connaissance, tout de même. Bon, pour l'instant, tout ce qui est édition de génome est fortement régulé en Europe. Il y a vraiment un grand débat actuellement pour que ce soit dérégulé. Donc, je pense qu'on va arriver à une dérégulation assez rapidement de tout ce qui est... Peut-être vous avez entendu parler d'édition de génome, de CRISPR-Cas9, ce genre de technologie. Donc elles risquent d'être... Enfin, elles risquent... Je ne sais pas s'il y a un risque, enfin, elles seront sûrement dérégulées dans quelques temps. Et donc nous, ce qu'on vous a présenté, non. Alors, sur le rosier, on peut faire de la transgénèse. On avait des projets pour faire... c'est purement des projets, pour l'instant, fondamentaux, vu qu'il n'y a pas de marché. Enfin, il y a un marché, hein, il y a une rose bleue qui a été produite par les Japonais, mais à ma connaissance, pas grand-chose d'autre en transgénèse. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui, Philippe. Oui, j'ai une question peut-être un peu plus terre à terre, on va dire. On a subi encore cette année une sécheresse importante et surtout des canicules très importantes. Moi, ma question, c'est c'est très intéressant et on comprend qu'effectivement, c'est des techniques nouvelles qui peuvent nous permettre d'avancer plus vite dans la sélection, même s'il y a tout un travail qui peut être long de cartes génétiques, si j'ai bien compris. Dans quelle mesure ces techniques-là peuvent nous amener des réponses ou des solutions dans la sélection sur des problématiques de résistance à la sécheresse ? C'est simplement ça la question. Typiquement, en fait, en améliorant la précision de la sélection, en fait. Parce que quand on va vouloir sélectionner des plantes qui sont plus tolérantes à la sécheresse, donc pour apporter des solutions face à la sécheresse,
la proposition de variété est un des leviers possibles, mais dans la section, dans ce domaine-là de proposer des nouvelles variétés, on va avoir une phase où donc le but, ça va être de créer des nouvelles variétés qui vont mieux tolérer ces stress. Et donc tout ce qui va permettre d'être plus efficace dans la sélection va nous permettre d'avoir un gain génétique plus rapide. Donc en fait, ces travaux-là, par exemple, supposons qu'on veut évaluer la sécheresse. Alors c'est un caractère complexe, on ne va pas se mentir, la tolérance à la sécheresse, mais si on arrive à le découper en, par exemple, l'architecture racinaire ou un gène clé à un moment donné ou quelque chose comme ça, qui va avoir un impact assez important dans la réponse de la plante face au stress hydrique, du coup, le fait d'identifier ce caractère-là qui est clé, on va pouvoir aller se concentrer dessus pour le sélectionner. Donc avec ces outils-là. Et on peut même envisager du pyramidage, c'est-à-dire qu'identifier comme ça plusieurs caractères clés qui vont avoir un impact dans la réponse, faire des sélections sur ces caractères-là et essayer de combiner les schémas de sélection pour créer l'idéotype. Donc ces outils-là vont aider à... donc il faut en parallèle réussir à décortiquer un caractère aussi complexe que tolérance au stress hydrique. Derrière ça, qu'est-ce qu'on peut clairement, précisément phénotyper ? Une fois qu'on arrive à faire du phénotypage précis, on peut du coup essayer d'y rattacher des régions du génome et ensuite faire de la sélection assistée par marqueur pour aller plus vite sur la sélection de ces régions du génome. Ça ne devrait pas être le généticien qui devrait dire ça, mais la génétique ne peut pas tout non plus. C'est-à-dire qu'un génotype ou des génotypes, parce que vous êtes aussi dans des mélanges variétaux, je pense pour les plantes à parfum et médicinales, c'est aussi des itinéraires culturaux, on parle de plus en plus d'agroécologie. Donc cette sélection, elle doit se faire, mais elle doit se faire dans un contexte culturel bien particulier, avec peut-être en interaction avec d'autres plantes, avec des services écosystémiques rendus par d'autres plantes, etc. Donc il y a un levier génétique qui peut apporter un certain nombre de réponses, mais il faut être clair que par rapport à des séquences extrêmes, la génétique, elle ne peut pas grand-chose. Je veux dire, les plantes peuvent survivre jusqu'à une certaine température, elles peuvent survivre jusqu'à un certain degré d'hygrométrie. Et à partir des conditions qu'on peut connaître certaines années, qu'on va connaître de plus en plus, il y a un moment ou un autre, on arrive parfois aussi à la limite de ce que le développement d'une plante peut faire. Merci. Je ne crois pas qu'il n'y ait d'autres questions. Donc, on peut les applaudir. Merci beaucoup pour cette première intervention.